Bonsoir à tous, bienvenue dans ce rendez-vous 100% sport. Comme d'habitude, un menu alléchant vous attend sur Kavi TV, disponible sur Canal Sat numéro 249 et disponible aussi sur Star Times, TNT Canal 113, sur satellite Canal 779, mais aussi sur la 89.5 Kavi FM, sur l'ensemble de notre réseau synchronisé, groupe Kavi Media, Kavi TV, Ganga RTV et siaminfo.com. Le sommaire, on est à Dakar alors qu'elle faisait son retour dans les éliminatoires de la CAN U17 après plusieurs années de suspension pour fraude sur l'âge. La Guinée vient encore de refaire les mêmes erreurs et se fait une nouvelle fois prendre par la patrouille. Alors, à qui la faute? Nous allons poser cette question à nos spécialistes. Nous allons aussi parler de l'équipementier de la Guinée. Le ciel semble s'abattre sur la Fédération guinéenne de football, version Bouba sans pile. La FEGIFOOT se prépare à entrer en conflit ouvert avec son équipementier virtuel Puma. La marque de sport allemande qui fournissait depuis l'heure du Connor des maillots, on peut dire périmé au design discutable, s'apprête à porter plainte contre la Fédération guinéenne parce qu'elle qualifie de pirate de maillots. C'est du moins ce qu'affirment plusieurs sources médiatiques, notamment immédiates. Alors, nous allons aussi filer en Europe après la trêve internationale. Les joueurs ont retrouvé le chemin des terrains en Ligue des Champions UEFA ce mardi dans le rematch de la dernière bien sûr finale. Le Real Madrid affrontait le Borussia Dortmund à Santiago Bernabéu. Le Real a gagné sur le score de 5 buts à 2. World Sport, c'est maintenant, juste après. C'est générique. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Et on va parler du football guinéen, 100% football guinéen aujourd'hui avant de filer en Europe pour parler de la LDC. Mais avant de commencer, nous allons faire le tour de la table. On va commencer par vous, Mamadou Baldé. Bonsoir et de vous retrouver dans cette émission World Sport. Bonsoir Hassan et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Très heureux de se retrouver ici et de parler foot, malgré que tous les sujets ne soient pas du tout joyeux à 100%, mais très heureux quand même de se retrouver. C'est important d'en parler tout de même pour informer les millions de Guinéens où se situe aujourd'hui le football guinéen. Et de l'autre côté, on a Mohamed Passi Bangoua. Encore une fois, bonsoir et de vous retrouver sur ce plateau. Oui, bonsoir Hassan, bonsoir à tout le monde, bonsoir à ces téléspectateurs, bonsoir à ces auditeurs. Encore une fois, merci d'être là pour parler du football guinéen qui nous préoccupe tous encore. Alors vous voyez là, il n'y a pas Amadou Mazor Diallo aujourd'hui. C'est Hassan Diallo qui va présider aujourd'hui sur ce plateau. On va commencer bien sûr par cette actualité. Le dimanche, à quelques heures de son entrée en lice au tournoi IFOA qualificatif à la CAN des moins de 17 ans, le Sili Cadet vient d'être disqualifié par la CAF. La commission d'organisation du tournoi IFOA U17 informe l'opinion publique que l'équipe médicale de la CAF lui a notifié les résultats des tests IRM des équipes participantes au tournoi éliminatoire de la CAN U17. Les tests réalisés révèlent que 3 équipes ont dépassé le nombre de joueurs éligibles. Par conséquent, les sélections nationales U17 de la Guinée-Bissau, de la Sierra Leone étaient tous les 3 disqualifiés. Mais aujourd'hui, c'est seulement la Guinée qui reste disqualifiée. Donc, je me tourne vers vous. À qui la faute réellement? Je crois qu'il faudra situer les responsabilités et ne pas s'arrêter et dire les tests ont été faits dans un pays qui, pour une raison ou pour une autre, ne nous aime pas, alors que c'est une institution naturellement qui a mené ces tests-là. Il y a eu aussi une contre-expertise du coup. Il s'est avéré, malgré que l'IRM n'est pas infaillible à 100%, il s'est avéré qu'il y a toujours plus de 4 joueurs qui ont dépassé l'âge requis pour participer à ce tournoi. Si c'était une première fois, on aurait crié à un scandale, on aurait dit ouais, c'est au Sénégal, l'UFOA n'est pas suffisamment sérieuse, mais ce n'est pas la première fois. On aurait dû se préparer, on aurait dû anticiper cela, on aurait dû prendre les précautions et ne pas retomber dans les mêmes travers, parce que là, c'est une seconde fois, après tant d'années de sanctions. Je crois que au lieu de trouver un bouc émissaire au niveau de l'UEFA ou du Sénégal, il faut situer les responsabilités au niveau soit de l'encadrement ou encore des dirigeants. Il faut que des têtes tombent, ce que je doute fort parce que notre fédération est habituée à camoufler ses torts et à accuser à tort de l'autre côté. Alors, Passi, comme l'a dit Guillaume,
de la Fédération guinéenne de football et les autorités à tous les niveaux doivent situer les responsabilités, sanctionner les fautifs, car ce n'est pas une première fois pour le pays. Et cette sélection des cadets, c'est compliqué de voir ces choses, surtout quand il s'agit de ces jeunes-là. L'IRM s'est passé une seconde fois, mais toujours ça révèle la même chose. Les responsabilités sont là, elles doivent être vraiment montrées et sanctionnées. En fait, c'est vraiment regrettable et c'est vraiment lamentable parce que nous avons été épinglés par cette situation, ça fait plus de 4 ans. Et on revient dans la même compétition, c'est les mêmes toy-boy qui se répètent, si vous me permettez l'expression. Je crois qu'il y a tout un laisser aller ou laisser faire qui s'est peut-être préparé jusqu'à ce que l'équipe s'est retrouvée dans cette situation aussi très difficile et honteuse. Et à ce niveau, moi je dirais que ce que Jean dit, c'est véritablement ce qu'il faut faire, mais à un moment aussi, il faut être sérieux devant les autres fédérations ou devant les instances dirigeantes de foot africain ou voire mondial. Et aujourd'hui, la Guinée, qui est engagée dans beaucoup de compétitions, si on est éliminé, pas sur l'aire de jeu, mais on est éliminé dans des compétitions à travers ne serait-ce que des principes, donc cela veut dire qu'on est encore loin de respecter les principes, loin de respecter les protocoles ou en tout cas tout ce qui s'ensuit pour être vraiment un pays très représentatif dans les compétitions. Cette compétition, je me rappelle en 2019 où ces enfants de U17 à l'époque, en Tanzanie, où ils ont été vraiment médaillés. Et se retrouver en Guinée avec des médailles. Patatras, c'est une plainte du tribunal arbitral du sport qui surgit et puis voilà, qui a abouti par finir. Je crois que de l'autre côté, les dirigeants ou le staff qui compose, en tout cas de toutes les façons, ces équipes, et ils prennent pas beaucoup plus les choses au sérieux parce que il faut éviter cette forme de disqualification. Surtout pas un, mais deux fois. Je crois que c'est honteux. Et à ce niveau, je pointe du doigt. Oui. Par exemple, nous, on peut être surpris. Oui. Le public peut être surpris. Oui. Mais pour ceux qui ont sélectionné les jeunes, oui. Ils ne peuvent pas être surpris outre mesure parce qu'en réalité, l'IRM n'est pas infaillible, comme je le disais tantôt, à 100%, oui. Mais il y a une marge de tolérance. Certains disent que c'est de 2 ans, d'autres disent que c'est une marge de tolérance de 3 ans. Mais du moment où tu es épinglé, tu as été épinglé, je dis, il y a 4 ans, tu reviens après tant d'années, tu devrais prendre des précautions pour ne pas être épinglé à nouveau. Parce que là, même si pour 1 ou 2 joueurs, c'est faux, et pour les autres, ça peut être vrai. Et naturellement, pour ce qui est de l'opinion, ce serait facile de te faire passer pour quelqu'un qui triche. Oui. Alors que une fois qu'une équipe nationale est qualifiée de telle, c'est la population et le pays qui se retrouvent dans la même situation. Voilà pourquoi je me dis, ça ne sert à rien d'accuser une institution, d'accuser le pays, parce que lorsque c'était la Tanzanie, on n'a pas accusé le pays. Donc il faut situer les responsabilités. Qui sont ceux qui ont sélectionné ces jeunes-là? Qui sont ceux qui ont facilité à avoir des papiers? Ainsi de suite. Pour la plupart des sélections, je ne parlerai pas des U17, mais pour les autres catégories, pour la plupart, on sait comment les sélections se font. C'est par coup de fil, c'est par des connaissances, etc., etc. Parfois, on ne vérifie pas. Pourquoi on n'a pas vérifié avant d'aller de l'autre côté? Pourquoi on n'a pas mené une étude sérieuse avant d'aller participer à un tournoi? Le plus souvent, quand on participe à un tournoi, on s'est dit, on connaît les règles. Donc on anticipe pour ne pas être épinglé par rapport à un quelconque résultat. C'est ce qui nous est arrivé. Après l'appel, sérieusement, lorsqu'on a fait l'appel, moi je me disais, ouais, ça allait passer. C'est vrai, ils ont fait l'appel, ils sont sûrs de leur fait. C'est parce qu'il y avait une erreur, ça arrive. Mais après l'appel, deux pays... En voyant ces jeunes-là, on sent qu'ils n'ont pas 17 ans. Moi, je suis perplexe. Je suis perplexe. Parfois, là, je ne se lit pas sur les visages. C'est justement là le problème. Il fallait voir. Non, écoutez... Et puis que ça... parce que ce n'est pas la première fois. Non, moi, je serais surpris que 2 tests... sortent un même résultat et que ce soit faux. Justement. Je serais surpris. Parce que ce n'est pas non plus les mêmes institutions. Peut-être. Ou si la première étude a montré ce résultat, la deuxième devrait montrer autre chose si c'était différent. Mais encore une fois... faire appel?
Oui, non, du moment où il n'était pas sûr à 100% que c'était faux, ce n'était pas, c'était pas du tout bienvenu parce que là, ça nous met en mauvaise posture et ce n'est pas bienvenu. Devant le monde, on peut dire la Guinée, on peut dire la honte pour la Guinée. Bah oui, on est en train de dire... Pour le moment, la honte pour la Guinée, avant qu'il ne réponde à la question, en attendant que la fédération situe les responsabilités et que ceux qui ont sélectionné ces jeunes-là soient mis devant leurs responsabilités, à partir de cet instant, ça sera à eux d'endosser les responsabilités. D'endosser les responsabilités. Parce que j'ai vu le ministre qui a tapé du poing sur la table en disant à la fédération de leur produire toutes les preuves tangibles, en tout cas qui courent derrière cette situation, parce que ça ternit l'image. Il veut engager, il veut ce que l'État guinéen engage des procédures et puis voilà au niveau de la CAF pour permettre également en tout cas pour se faire blanchir comme neige, s'il en est possible. Mais encore une fois... À ce stade, il faut prendre des décisions. Je crois qu'on n'est plus au stade des discours. Quand j'ai suivi l'entraîneur de ces U17, il dit que lui-même il est surpris de voir ses résultats parce que le jeune Amara Keta qui a été meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi scolaire en Durban, en Afrique du Sud, les joueurs avec qui Amara jouait dans la sélection sénégalaise sont admis au sein de cette sélection. Et que Amara oui, c'est ce que c'est ça. Ce n'est pas un argument. C'est ce que je suis en train de développer. Le test a été fait 2 fois. Deux fois. 2 tests ne peuvent pas. Vous voyez donc. Et puis encore, il dit que dans la sélection guinéenne, il y a 2 jumeaux. Il y a 2 frères jumeaux. Un a été épinglé par l'IRM et l'autre est admis. Donc, il dit qu'il est un petit ça, quand même, ça questionne. Ça questionne. C'est quand même, ça questionne. Ça peut être aussi un des éléments tangibles pour, le test peut réussir. Voilà. On peut dire que le test sur 1 sur 2, mais sur 5 personnes. Oui, sur 5 personnes, je vais dire que c'est trop. Maintenant, c'est à eux de regrouper toutes ces preuves et déposer au niveau du TAS. Essayer de poursuivre, en tout cas, normalement, poursuivre bien les choses afin que ça puisse aboutir à des résultats positif à la Guinée. Mais je ne trouve pas trop de preuves à la Guinée ou pour la sélection guinéenne qui pourra vraiment aboutir et puis faire revenir sur les meilleurs sentiments. Jusqu'aux sanctions, on peut dire comme ça. Non, en fait, je crois que même si on part au niveau du TAS, pour ce tournoi-là, c'est déjà fini. Ça ne sera pas possible parce que le TAS prend du temps à examiner les dossiers. Et de toutes les façons, les mêmes instances qui ont effectué ces tests-là seront les mêmes qui vont refaire les tests. Oui. Parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas d'instance qualifiée chez nous pour faire ces tests. Parce que là, on est en train d'accuser un peu le Sénégal et tout ce qui s'ensuit à une sorte de rivalité à laquelle moi je ne crois pas du tout à 100%. Et parce que même si c'est effectué dans un pays, c'est une institution qui chapeaute tout cela. Et disons, lors des premiers tests, ce n'est pas nous seulement qui avons été épinglés. Nous avons été avec la Guinée-Bissau et la Sierra Leone. Mais après la contre-expertise, c'est nous qui sommes restés dans les clous. Encore une fois, moi j'estime, écoutez, je ne crois pas que ce soit une bonne chose de continuer dans ce bras de fer. Vaut mieux se remettre en question et voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Ces joueurs épinglés, est-ce que si un peut-être semble être éligible, et pour les autres, qu'est-ce qu'il y en est? Qui les a envoyés? Comment est-ce qu'on est arrivé à ce niveau? Encore une fois, je crois que ça met à nu le manque de préparation de la plupart des tournois de catégorie chez nous. On attend la veille et on convoque par appel, par connaissance, on fait appel par-ci, par-là, et puis on va à des tournois. Et pour les rares fois où il y a des tests, comme ce fut le cas sur ce coup, on est épinglé. Il faut situer les responsabilités et sanctionner. Si on sanctionne cette fois-ci, la prochaine fois, personne ne va essayer de nous engager sur de telles pistes. Parce que si dans d'autres tournois, on n'a pas été épinglé parce qu'il n'y a pas eu de test, on est tous plus ou moins informés que ça arrive qu'on sélectionne des gens qui ont dépassé l'âge. Avec ça, on peut dire que le football guinéen va mal. Ben oui, ça va mal parce que à l'interne d'abord, il n'y a même pas au préalable une politique qui peut nous permettre d'éviter toutes ces
je peux dire, toutes ces erreurs procédurales sur le continent. Parce que si nous disons que c'est spécifiquement jouer au foot, sans pour autant tenir de ces types de protocoles, alors on sort en dehors du pays et voilà la mauvaise image qui va s'afficher. À ce niveau, c'est à la fédération. En tout cas, c'est à nos instances de mettre en place aussi cette politique pour permettre également à ces types de compétitions, quand ça s'annonce, de faire un préalable ici avant qu'on sorte. Parce qu'on ne peut pas regrouper 20 à 25 joueurs pour sortir aller compétir. Surtout que la CAF met en place des principes, des règlements, en tout cas pour jouer cette compétition. C'était d'abord trouver ou faire un texte au préalable à un test IRM ici d'abord au pays avant qu'on donne avant de bouger ou avant de faire qualifier un enfant de quoi que ce soit d'aller représenter la Guinée. Donc je peux dire que la fédération d'un côté a aussi sa part de responsabilité qu'elle veut fuir. Oui, qu'elle veut fuir, et de l'autre côté le sélectionneur ou le staff qui était là, qui a vraiment regroupé, qui ont pensé que c'était facile de faire qualifier des jeunes, même si la corpulence n'est pas comme ça, mais que ça pourrait s'oser. Parce que l'IRM développe, faire ressortir le résultat osseux. Le résultat hors des cartilages. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas une netteté dans son résultat. Il y a une marge de tolérance. Donc, à ce niveau, il était préférable de faire... c'est deux IRM. Oui, c'est deux IRM. Non, si les deux IRM révèlent le même résultat, quand même... C'est deux IRM. Donc, ça va être compliqué. Ça va être compliqué quand même. Mais bon, c'est encore une fois de voir sur quel pied il faut danser, mais c'est honteux. Arrivé à ce niveau... on peut dire que franchement le football guinéen va mal pour vous? Oui, ça va mal parce qu'on prépare mal nos tournois et on prépare mal les jeunes et c'est ce qui nous arrive. Ça n'a fait que révéler une partie de l'impréparation. Il y a d'autres aspects dont on a l'habitude de parler ici en termes de conditions de préparation et tout. Et moi aujourd'hui, sérieusement, en écoutant le coach de cette équipe, je ressens une certaine tristesse parce que c'est quelqu'un qui a conduit d'autres catégories avec l'équipe scolaire qui a fait des résultats. Je ressens une certaine tristesse et qu'il aurait pu faire quelque chose au niveau de ce tournoi. Voilà pourquoi moi j'en appelle à la fédération à situer les responsabilités et à sanctionner ceux qui ont contribué à cela, parce que jusque-là, en tout cas aujourd'hui, c'est le pays qui est vu. Tant que la personne ou les personnes qui ont orchestré cela, la sélection de ces jeunes-là, ne sont pas connus, ne sont pas mis devant leurs faits, et on va continuer à en pâtir. Et ça va continuer parce que si à chaque fois qu'on est épinglé, on cherche des justificatifs et non à situer les responsabilités au niveau interne, ça va continuer. Ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. Il faudrait que cette fois-ci que des têtes tombent pour ne pas qu'on continue dans cette dynamique négative, à mon avis. Faut-il que des têtes tombent sur cette affaire pour vous passer? Vous êtes d'accord avec Mme Baldé? Des têtes tombent, je ne veux pas que ça vienne de moi. C'est au ministre, parce que le ministre a tapé du poing sur la table. C'est à la fédération. Oui. La fédération, lui, il demande des comptes. À partir du moment que l'image du pays est vraiment souillée par ce genre de donc choses, je crois que le patron du département il doit forcément intervenir afin de savoir ce qu'il y a. Je crois que c'est à l'issue de tous ces résultats, de toutes ces preuves-là posées sur la table de monsieur le ministre, il va examiner et il verra comment il va situer les responsabilités. Une fois que ces responsabilités-là sont situées, des têtes vont tomber parce que... On ne parle pas beaucoup de la fédération. Est-ce que la fédération est aussi impliquée? Est-ce qu'on peut dire que... D'une manière ou d'une autre, elle est impliquée. On peut dire peut-être que c'est des individus, mais des individus qui représentent une institution. Naturellement, tant que ces individus ne sont pas démasqués, on parle de l'institution. Mais encore une fois, on parle ici de situer des responsabilités, de sanctionner. Jusqu'à présent, ça n'en prend pas le chemin. La fédération essaie de se justifier, essaie de chercher des preuves de contre-expertise. La fédération ne trouve pas dans son rôle aussi de justifier, non, je ne trouve de calmer pas, les choses. Ce n'est pas par ça. Ce n'est pas par cette méthode
qu'on met fin à une certaine dynamique. On a été épinglé il y a 4 ans. On vient de l'être cette fois-ci après 2 tests, coup sur coup. S'il y a une erreur, peut-être sur un joueur ou 2, pour les autres, ce n'est pas le cas. Donc il faut situer les responsables, il faut sanctionner ceux qui ont fait ça. Mais la fédération, en tout cas pour les communiqués que moi j'ai parcourus, ne veut pas prendre ce chemin-là. Ils veulent jusqu'à présent essayer de trouver des similitudes, des comparaisons, trouver des formules de nature à se dédouaner. Et pour moi, ce n'est pas une bonne méthode. Et peut-être que dans 2 ou 3 semaines, on va oublier cela et puis on va passer à autre chose. Alors, pour vous, c'est quoi la bonne méthode pour vous La bonne méthode, c'est de revenir à la maison et je ne peux pas dire de lâcher prise. Mais c'est de revoir, en tout cas, cette façon de participer à ce type de compétition parce que la CAF est claire là-dessus. J'ai suivi l'entraîneur encore dans sa communication que quand la CAF a envoyé une liste de 10 joueurs qui étaient épinglés, ils ont fait recours également et puis de 10, on est revenu à 5. Alors, peut-être que ce sont eux qui sont fautifs ou c'est ce cabinet médical de la CAF qui est fautif. C'est vrai, engager un bras de fer, c'est normal. À un moment, le Sénégal l'a fait contre nous, même en étant vainqueur et sorti sur le pied du podium. Ils ont réussi. Est-ce que si on le fait aussi, ça peut prospérer parce que ça suscite aussi ce gros point d'interrogation. Et puis derrière, si ça ne prospère pas encore, ça va tourner d'autres façons de communiquer, d'autres façons de... En tout cas, ça va animer encore la galerie sportive guinéenne. Mais à ce niveau, on se calme et on revient à la maison, on attend et on remet la chose au plus tard. Alors, la même question pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour clôturer cette l'émission, cette partie de l'émission? C'est ce qu'on a dit depuis le début. Pour moi, ça ne nous apporte à rien de continuer avec le bras de fer. Déjà, en allant au TAS, le TAS va prendre du temps pour examiner un tel dossier. Et les mêmes instances qui ont fait ces tests-là seront les mêmes qui vont être convoquées pour justifier les tests. Et ce sont peut-être les mêmes machines qui vont refaire les tests et on va probablement être épinglé de la même manière. Encore une fois, moi je pense que le souci est au niveau de notre fédération et au niveau de l'équipe qui encadre ces jeunes-là. Il faut revenir à la maison, il faut revoir comment ils ont été sélectionnés, pourquoi on est arrivé à ce niveau, pourquoi déjà on a quitté Conakry sans faire au préalable un petit test pour savoir s'ils pourront s'en sortir. Et tous ceux qui sont impliqués dans cette mécanique-là et qui n'ont pas fait leur travail convenablement, les sanctionner. Et surtout se poser la question, est-ce que le visage là, il a 17 ans? Ça aussi c'est important, parce qu'après on a vu les gars sont costauds. Hein. Parfois le visage ne veut rien dire, la taille ne veut rien dire non plus. Parce que quand tu vois Robinho aujourd'hui, tu sens de 19 ans. Et après, quand tu vois aussi des costauds... C'est compliqué tout cela, c'est compliqué. Mais encore une fois, si c'était 1 ou 2 joueurs. Voilà pourquoi même l'IRM, disons, les règles de la CAF stipulent qu'au-delà, disons, à moins de 4 joueurs, on n'est pas disqualifié, mais à plus de 4 joueurs, on est disqualifié. Donc, à plus de 4 joueurs, je crois que la marge est beaucoup plus grande. Plus de 4, on a 5 joueurs qui... pourquoi je dis il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment la Fédération guinéenne de football, les encadreurs ont pu aller sans faire une vérification préalable? Parce qu'après, ils savaient... arriver là-bas, que ça allait créer carrément un problème. Et c'est ce problème-là qui vient de se surgir, comme en 2019 en Tanzanie, la même chose. Et c'est le football guinéen qui est en train d'être souillé. Je pense que la Fédération guinéenne de football, peut-être avec le ministère, doivent réellement trouver des solutions rapides pour essayer de pallier à ces genres de problèmes. Parce qu'après tout, hein, c'est le football guinéen qui est mis... comment dire, à terre. Sur des mauvais jours. Voilà, justement, surtout ça. Donc, il faut faire beaucoup attention et trouver une solution. Si des têtes doivent tomber, ça doit tomber. On va marquer une courte pause. On revient derrière pour parler encore de la Fédération guinéenne de football avec son équipe entière.
De retour sur ce plateau, depuis maintenant plus de 3 ans, la Guinée, à travers ses équipes nationales de football, entretient une relation trouble avec Puma, la marque déjà présente en Afrique et habillant plusieurs sélections du continent comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou encore l'Égypte, s'était engagé à livrer des maillots abandonnés dans ses magasins à la Guinée en échange d'un paiement. À ce jour, les détails de cet accord restent flous, mais il semble que les relations entre les deux parties soient désormais au bord de la rupture. En cause, une enquête interne de Puma qui aurait révélé que la Fegifoot utilisait la marque sans autorisation sur des maillots contrefaits. Une situation qui pourrait déboucher sur une plainte pour piratage. Alors, selon une source proche du dossier cité par un site de la place, Puma serait prêt à prendre des mesures contre la Fegifoot. Ça vient encore mettre une autre tache noire sur la Fegifoot, Jean. C'est ce qu'on disait tout de suite. La fédération doit sortir de la défensive. Elle doit maintenant donner des explications claires. Mais je crois que cette relation n'a pas bien débuté avec la nouvelle fédération parce qu'il semble que Puma a été signé par le Conor qui était là à l'époque. Et puis à l'arrivée de cette fédération, ils ont voulu changer, mais le contrat stipulait autre chose. Ça n'a pas. Disons, c'est une relation qui avance malgré tout. De maillots piratés, de maillots qui étaient abandonnés dans des conteneurs livrés à la Guinée, c'est quand même trouble tout ça. Oui, c'est trop bas. C'est trop bas pour une équipe nationale, pour une fédération. Je crois que il y a, au-delà du communiqué que moi j'ai parcouru, je crois que la fédération doit aller au-delà parce que les accusations sont quand même très graves. On parle d'une équipe nationale, on parle d'une équipe nationale qui représente un pays et qui a souscrit à un contrat et dont il faut aller au bout. Donc, pour revenir à ce litige entre les deux, c'est une relation qu'il faut normaliser entre les deux. Au moins qu'il aille jusqu'à terme. À défaut de pouvoir continuer, il faut que ça soit accepté d'un côté comme de l'autre, que chacun puisse accepter les termes du contrat et qu'on aille jusqu'au bout. Maintenant, après, la fédération qui est venue pourra prendre une autre marque à sa guise, mais ça va être très compliqué. Moi, le communiqué que j'ai parcouru, on parle peut-être de quelque chose qui n'est pas vrai, mais malheureusement, jusqu'à présent, Puma, en tout cas, n'a pas sorti un contre-communiqué pour démentir le premier. On va justement citer notre source. Puma va se retourner contre la fédération. Ils ont utilisé la marque sans autorisation ni contrat. La Fegifoot a transformé des maillots Guisport en Puma. C'est très dangereux, c'est de la contrefaçon. Explique notre source. C'est quand même pas professionnel ça, c'est quasiment amateur. Si ça s'avère vrai, la fédération a changé, a utilisé des maillots pour les changer en Puma. C'est en tout cas c'est amateur si ça s'avère vrai parce que on sait combien de fois ces équipementiers sont enregistrés, la manière d'abord, leur venue pour sponsoriser, pour en tout cas être le sponsor de nos équipes nationales. Et cette plainte vise d'abord quelle catégorie? Parce que la Guinée aujourd'hui est valablement représentée dans pas mal d'équipes en termes de sélection. Bon, voilà. Vu que j'ai suivi ce communiqué également de la Fédération guinéenne de football. On va parler de ce communiqué. Et voilà, qui parle aussitôt en entre parenthèses d'une des sélections ou d'un entraîneur isolé. Et à ce niveau, qu'est-ce que la marque Puma vise? Voilà, qu'est-ce qu'elle vise? Qu'est-ce que cette marque aussi, cet équipementier vise? Et qu'est-ce qu'il vise au sein de la fédération? Est-ce que c'est de piratage ou est-ce que c'est aussi droit à l'image? En tout cas, moi, je veux être bien situé. C'est pourquoi, à un moment, je pourrais... Même si c'est isolé, c'est violation des termes d'un accord. En tout cas, quand même, peut-être ça balance à partir de là, mais la fédération rassure et clarifie dans son communiqué et que ça reviendra. Alors justement, est-ce qu'on peut dire que c'est amateur tout ça? Oui, c'est amateur, c'est trop bas. Oui, disons que pour le moment, en tout cas, le communiqué que moi j'ai parcouru ne m'a pas du tout rassuré par rapport à cela. Et, écoutez, c'est amateur, c'est bas, si naturellement ça se vérifie à la longue. Mais encore une fois, il faudrait que à la fédération, je crois qu'il y a beaucoup d'aspects qu'on est en train de toucher
qui ne nous valorise pas et qui nous met pas en valeur naturellement. Donc il faut revoir beaucoup d'aspects, le côté professionnalisme et beaucoup d'autres aspects dont on a parlé lors de l'avant-dernière trêve qui est arrivée avec la sélection guinéenne. Donc il y a tellement d'aspects à revoir avec cette fédération et je crois que l'eau est trouble. L'eau est trouble. Justement, la Fédération guinéenne de football qui n'a reçu aucune plainte dément avec la dernière énergie ces allégations qui sont totalement infondées et ne reflètent en rien la réalité de la collaboration avec l'équipementier. Vous en parliez, hein, vous avez dit que la fédération a été un peu trouble dans son communiqué. Est-ce que vous êtes d'accord avec la Fédération guinéenne de football qu'il n'y a pas de problème entre lui et son équipementier alors qu'il y a une communication qui a fuité autour de ça? Voilà, pourquoi je dis que je suis un peu perplexe là-dessus, parce que déjà, on nous a fait l'annonce d'une plainte que ce collaborateur veut déposer au niveau pour saisir également les instances pour vraiment saisir la Fédération guinéenne de football. Et de l'autre côté ici, notre fédération, parce qu'avant tout c'est notre fédération qui sort et puis qui nous rassure. Alors, il serait important et judicieux d'attendre, voir la fin des hostilités, si c'est cette fédération qui est en train de nous mentir, ou si c'est cet équipementier-là qui est en train de vous faire peur, les bouchées doubles afin d'avoir quelque chose en termes de la première négociation avec le Conor qui était là en place. Alors moi, à ce niveau, je dirais que je suis perplexe. Perplexe encore une fois, si la fédération ne va pas au fond de ce communiqué pour clarifier et mettre fin à cette plainte, à cette prétendue plainte qui est en train d'animer la toile, et il serait encore judicieux de pointer cette fédération guinéenne de football qu'il est en train de blaguer ou je peux dire comme cela, à l'esprit des sportifs guinéens ou en tout cas à tous ces acteurs du football guinéen. Parce que ça ne serait pas sérieux si toutefois eux aussi ne prennent pas une disposition pour dire également à cet équipementier, pour dire que vous êtes en train de sortir à côté de la plaque, parce que saisissant une des instances pour cette cause, je crois que c'est une manière aussi de ternir l'image de notre football. Et à ce niveau, cette fédération doit être aussi très sérieuse pour stopper l'équipementier dans ce qu'il veut vraiment envisager. On va justement citer la Fédération guinéenne de football, la FEGIFOOT, précise plutôt qu'une rencontre avec un responsable de l'équipementier a eu lieu ce mardi 22 octobre 2024 à Addis Abeba, en marge de la 46e Assemblée Générale Ordinaire de la Confédération africaine de football, pour élucider cette prétendue plainte qui n'en est rien finalement. Lors des échanges, le représentant de Puma a attiré simplement l'attention de la FEGIFOOT sur un cas isolé d'un sélectionneur national d'une équipe de jeunes arborant un maillot avec le logo Puma au cours d'un entraînement. Les deux parties se sont accordées à multiplier la vigilance pour éviter que des personnes malveillantes compromettent leur collaboration. La Fédération guinéenne de football déplore la diffusion des fausses informations qui pourraient nuire à sa collaboration avec ses différents partenaires. La FEGIFOOT lance un appel à tout un chacun de faire preuve de prudence avant de relayer des informations. À ce niveau, on ne sait pas qui a raison, Jean. Tout le monde est mélangé, on ne sait pas. C'est la fédération et ici c'est l'équipementier Puma. C'est une guerre de communication. En fait, Puma a lancé la peau de banane et la fédération est tombée dedans. En reconnaissant qu'un cas isolé est arrivé, c'est en reconnaissant à demi-mot que ça arrive parfois. Si un cas isolé est vu par Puma, qu'est-ce qui est arrivé entre-temps d'autres cas isolés? Et encore une fois, je crois que cette relation-là, elle va durer le temps que le contrat, la durée du contrat existe. Mais après cela, j'imagine, je suis presque certain que la fédération va résilier ce contrat-là. Mais écoutez, encore une fois, la fédération doit remettre un peu d'ordre parce que ça en fait beaucoup de dossiers. On est en train de citer beaucoup de dossiers et la plupart concernent directement la fédération. Et à chaque fois,
elle est sur la défensive. Oui. Elle est sur la défensive et elle n'essaie pas de résoudre. Sinon, un cas isolé, il s'agit de quel entraîneur? Est-ce qu'il a été sanctionné? Est-ce que pour ne pas que ça arrive, quelles sont les mesures prises pour ne pas que ça arrive? Et dans quelques mois, peut-être on va revenir sur la même chose. Et on va dire c'est quand même un joueur d'une des sélections. Ce qui veut dire un joueur de la Fédération guinéenne de football, de la nation guinéenne, qui a signé un contrat direct avec Puma. On ne peut pas dire que cette communication de la Fédération guinéenne de football est la bonne. Ça ne rassure pas du tout, ça ne rassure pas du tout. Voilà pourquoi je dis qu'elle est sur la défensive. Si c'était une fédération qui voulait prendre les taureaux par les cornes, ça aurait été de débusquer la personne dont on parle, cas isolé, de sanctionner la personne pour ne pas que d'autres personnes refassent la même chose. Ou, même si de ne pas le sanctionner, ou lui expliquer la chose. Il s'agit de qui? La prochaine fois, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc., pour ne pas qu'on revienne à la même chose. Mais elle va rester sur la défensive et notre problème qu'on n'espère pas, mais qui va venir dans quelques jours encore et elle va encore sortir un autre communiqué. Avec ça, est-ce que la Fédération guinéenne de football plonge un peu plus dans l'obscurité? Il y a eu le cas des U17, il y a eu ce cas-là, il y a autre chose qui se passe dans cette fédération. Il y a le cas de l'avant-dernière trêve avec le Sili et le cas des chaussettes, etc., etc. Ça en fait beaucoup. Et à chaque fois, c'est un communiqué. Il y a aussi le cas des ponts de la Fédération guinéenne de football. Oui, donc une partie conteste naturellement. Donc, je crois qu'il doit y avoir un peu plus d'ordre. Au lieu d'être toujours à la défensive, il faut sortir des communiqués explicatifs qui naturellement sanctionnent s'il y a des personnes impliquées de près ou de loin, les sanctionnant pour ne pas que ça arrive encore une fois. Mais à chaque fois qu'un problème se pose, on est sur la défensive, on essaie de marcher sur les œufs, on ne veut pas égratigner qui que ce soit, on veut montrer qu'on est... Non, ça ne marche pas comme ça. Pour ne pas que des problèmes arrivent, il faut les résoudre. Et là, on n'est pas en train de les résoudre. Alors, patient, ce problème d'équipementier montre-t-il la faiblesse de la Fédération guinéenne de football, encore une fois? Oui, elle montre la fédération et la faiblesse de la Fédération guinéenne de football, parce que si la fédération ne se montre pas très sérieuse, et voilà, c'est ce genre de problème qui s'annonce. Oui, qui s'annonce un tout petit peu. Parce que si on montre également notre façon de faire au vu au sein de tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui va se lever à un beau matin pour dire je vais faire ça à telle fédération, tel que c'est pas aussi un problème aussi extra sportif, ça va dans le cadre sportif. Alors si toutefois on n'essaie pas de faire briller les yeux rouges face à nos collaborateurs, mais les collaborateurs feront tout pour nous ternir, et puis les gens diront que ce sont eux qui ont raison sur nous. Et mais à ce niveau, je suis pas d'accord avec cette manière de voir la chose. Vous attaquez une partie des personnes qui sont à côté de Bouba Sampi, dire que si eux, ils ne veulent pas ils font ça pour... Attention, pas qu'une partie. Je ne sais pas si vous avez fait des enquêtes ou pas, mais attention. Je suis en train de dire, je ne dis pas que l'équipementier n'est pas dans sa raison de porter plainte. C'est aussitôt une structure pour le moment, ce n'est pas arrivé, qui est là. Mais bon. Ce n'est pas arrivé, évidemment. Je ne veux pas aussi occulter que la Fédération guinéenne de football n'a pas droit à faire ce communiqué ou n'a pas droit à répondre à une éventualité. C'est tout à fait normal. Mais aussitôt... mais aussitôt... Ils sont là pour ça. Quand il y a un problème, c'est de nous faire comprendre réellement que ce problème, il existe ou il n'existe pas. Oui. Ça, c'est en communiquant très bien. Oui. Franchement, parce que sur ce communiqué, on ne sait pas si c'est Puma ou la Fédération guinéenne de football. Je suis d'accord. Je vais dire quoi? Je vais dire que la Fédération, à un moment, avec tous ses collaborateurs, doit pouvoir montrer le côté aussi strict et professionnel envers tout le monde, qu'il soit un équipementier, qu'il soit un sponsoring, qu'il soit qui que ce soit, un partenaire direct ou indirect. Il faudrait qu'on montre également notre façon de faire. Parce que si on ne se montre pas aussi très sérieux devant ces gens, un jour, il se lève avec un petit problème et il fait de ça un tapage. Et puis, non, je ne suis pas d'accord. C'est un terrain sur lequel moi, je ne suis pas trop d'accord et je crois que la fédération veut aller sur ça. On se fait respecter en respectant les clauses des contrats auxquels on est parti. C'est comme ça que ça marche. Et surtout, on devient crédible quand on respecte ces contrats. Quand on respecte ces contrats-là. Ce communiqué reconnaissant à demi-mot
qu'un des membres d'une des catégories ait porté un maillot qui ne soit pas de la marque de Puma, etc., c'est de reconnaître que c'est arrivé. Même si c'est une seule fois, c'est arrivé et c'est en violation des clauses d'un contrat. Et ce n'est pas par cette méthode qu'on se fait respecter. Se faire respecter, c'est respecter ses engagements et ensuite exiger de ses partenaires le même respect. Vous savez, est-ce que vous savez que Puma n'a pas fait un communiqué à travers ça? Puma a laissé une peau de banane, c'est-à-dire sont passés par un journal qui a relayé qu'il serait que peut-être probablement il y aurait une plainte contre la fédération sur un tel sujet. Et patatras, la rumeur enflant, la fédération se fend d'un communiqué, reconnaissant à demi-mot que c'est arrivé, et en parlant même d'une rencontre qui aurait eu lieu à Addis Abeba avec un des responsables de la même marque pour évoquer de tels sujets. Et disons, au finir, ils se sont accordés d'avoir beaucoup plus de vigilance pour ne pas que de telles choses arrivent. Encore une fois, se faire respecter, c'est de respecter les clauses du contrat. Et quand c'est violé, sanctionner si c'est dans votre camp. Si elle est sanctionnée. Et c'est ce qui n'est pas fait. Elle est sur la défensive. La fédération... Ce cas isolé, est-il un cas guinéen? C'est la question qu'on doit se poser. Est-il un Guinéen? Si c'est un Guinéen, normalement, il fait partie des contrats signés par la Fédération guinéenne de football avec l'équipementier. Normalement, si l'entraîneur, il est aussi un cas guinéen, on peut le dire, et c'est un sélectionneur guinéen, je pense que des têtes doivent tomber, des sanctions doivent tomber, et jusque-là, on ne sait pas si... On ne sait pas c'est qui d'abord. C'est l'équipe senior ou non. Voilà. Au-delà de ça, si c'est les cadets, ou... c'est compliqué. C'est pourquoi. C'est pour cela que je dis que cette communication, pour le moment, est passée à côté. C'est pourquoi, bon... Je suis d'accord avec vous d'un côté que... mais pas de l'autre. Qu'elle est passée à côté. Mais à un moment, la fédération dit et rassure. Hein? Je ne suis pas en train de m'inscrire dans la peau de cette communication. Mais est-ce que dit cette communication? Je dirais que peut-être que la fédération, c'est elle qui est en train de nous mentir, ou c'est de faire tape à l'œil pour connaître la destination du vent. Je m'inscris encore en faux pour voir et suivre de près ce dossier. Parce que si cela s'avère vrai, alors on dira que ce n'est pas une fédération crédible pour diriger nos affaires. C'est vrai, même si ce n'est pas avec eux qui ont ficelé ce contrat. Ils doivent le respecter. Ils doivent le respecter. Parce que vous êtes en train de niveau qui arrive. Hein. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais à un moment, ils ont été clairs là-dessus. Il dit que c'est une fausse information qui est en train de circuler, en train de relayer sur la toile et que les gens veulent vraiment faire de ça une chose aussi très sérieuse. C'est ce que dit la fédération. Et à la suite, elles disent autant pour moi qu'ils appellent tout le monde à la prudence. À la prudence, ça veut dire que ce que dit l'équipementier ou ce que dit les gens, le journal sur l'équipementier n'est pas vrai. Mais elle dit encore dans le même communiqué qu'il y a eu un petit tête-à-tête de 2 ou 5 minutes, comme pour dire que l'équipementier fait les alertes sur le match. Il y a des cas isolés. Maintenant, entre partenaires, je crois qu'il y a aussi un aspect, c'est pas comment ces gens qui sont spécialistes dans les affaires, comment ils disent ça. Entre partenaires, il y a aussi un cas social. Socialement, si vous me permettez l'expression. Oui, mais à un moment, il y a des petites erreurs qui glissent. Là, je m'inscris en vrai Guinéen pour dire que il y a des... Sauf que là, on n'a pas... l'argent que Puma perd quand il y a des contrefaçons, c'est de l'argent que Puma perd. Puma ne peut pas être social. Non, pas du tout. C'est les affaires, c'est comme ça. Les affaires, c'est les affaires. Quand vous signez un contrat, vous avez vraiment comment on appelle l'obligation de respecter les clauses qui entourent ce contrat-là. Maintenant, arrivé à ce niveau, quand vous ne le respectez pas, franchement, c'est que vous n'êtes pas professionnel ou bien vous avez envie de vous débarrasser de la personne avec qui vous avez signé le contrat, mais c'est pas la façon. C'est pas la manière, c'est le cas. C'est pas la manière de se débarrasser d'un sponsor comme Puma, par exemple. Mais on le savait. On peut dire, oui, allez-y. On le savait depuis l'arrivée de la fédération qu'il ne voyait pas d'un bon œil cet accord et il voulait vaille que vaille en finir, mais il semble qu'il y a des clauses qui ne lui permettaient pas de
de faire cela. Il a continué plutôt malgré lui avec Puma. Mais du moment où on a un contrat, même si on l'aime pas, il faut le respecter. Parce qu'à défaut, par exemple, si eux ils vont jusqu'à porter plainte, de l'argent la fédération sera obligée de dédommager. La fédération sera obligée de dédommager. Et parce que là, c'est la justice qui va s'en mêler. Heureusement, on peut se féliciter aujourd'hui que jusqu'à date, Puma n'a pas porté plainte, a privilégié pour le moment le dialogue comme le stipule le communiqué de la fédération. Espérons que la fédération aussi va remettre de l'eau dans son vin, va remettre surtout de l'ordre dans la besace pour que de tels cas isolés n'arrivent plus. Parce que le cas, en fait, on a utilisé le terme isolé de nature à montrer que c'est la première fois que ça arrive. Espérons qu'un autre cas isolé n'arrive pas de sitôt. Ce problème, comme on dit, Mamadou Baldombédi, c'est du Conor jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ce problème, c'est le Conor encore qui l'a facilité? Non, pas du tout. Disons, pour ce cas précis, quand on est là, à l'époque, les gens dénuaient un peu le pouvoir au Conor de signer de tels contrats, mais c'est signé et accepté par toutes les instances à partir du moment où c'est la fédération qui, disons, c'est une nouvelle équipe plutôt qui arrive et qui au début voulait résilier, n'a pas pu le faire et qu'elle doit maintenant respecter ces clauses-là. On ne peut pas accuser le Conor à ce moment. Non, disons, être à la tête d'une institution, c'est d'assumer les actifs et les passifs de l'institution. Peut-être que le contrat avec Puma, c'est un actif ou un passif, il faut l'accepter jusqu'au terme du contrat. La fédération passe-t-il à côté? Bon, pour le moment, on ne peut pas se prononcer. On peut pas se prononcer. C'est pourquoi j'ai dit que moi, je suis encore dubitatif. Aujourd'hui, Passy marche sur des œufs. Non, je ne marche pas sur des œufs. C'est pas parce que je suis de ce côté. Les voyages qui viennent. Non, même pas. Non, même pas. Aussitôt, on ne peut pas se prononcer, quoi. Parce que Puma n'a pas porté... autant pour moi. Oui, Puma n'a pas porté plainte d'abord. Mais avec cette communication... Mais il y a eu une rencontre. Il y a eu bien sûr une rencontre. De l'autre côté, ma fédération ici en Guinée me rassure. Attention, parce que parlez pas en tant que fédération, parlez en tant que spécialiste. Oui, je parle en tant que spécialiste. Je parle en tant que spécialiste. Attention. Et à ce niveau, je n'ai pas cette peur bleue. Je n'ai pas cette peur bleue afin de demander quoi que ce soit ou à ne pas dire la vérité. Je suis en train de dire la vérité. Mais je suis en train de juger et vivre dans l'esprit de ce communiqué. Si ça s'avère vrai, alors il faut me voir encore sur ce plateau comment je vais me décharger. Ah mais ce communiqué, il explique presque rien. Ce qui est sûr, le communiqué là ne contredit pas tout ce qui est dit. Et au contraire, d'ailleurs, le communiqué reconnaît à demi-mot qu'il y a eu des failles. Et à ce niveau, quand il y a faille, il faut débusquer ceux qui ont constitué ces failles-là pour ne pas que ça arrive. Et pour le moment, on n'en est qu'au mot, les actes ne suivent pas. Alors, pour finir, qu'est-ce que la Fédération guinéenne de football doit faire réellement pour sortir de ce dilemme? C'est de changer la stratégie de collaboration, c'est de changer le type de prototype ou en tout cas de protocole à ficeler devant n'importe quel partenaire ou qui veut s'investir dans ce football national. Même si ce n'est pas la fédération, même si ce n'est pas elle qui signe. Et puis, à un moment, on dit que l'administration, c'est la continuité. Mais si toutefois, il y a des couacs dans des clauses de contrat, même si ce n'est pas vous, si vous voulez continuer sur ces clauses, c'est de prendre toutes les dispositions, faire appel, même s'il y a eu passation de service à un moment, mais c'est de faire appel à ce collaborateur, à ce prédécesseur, afin de revenir et appeler ces 2-3 parties, l'homme aux affaires, le collaborateur et le prédécesseur pour discuter parce que ça va et ça affiche l'intérêt général de la nation. Donc c'est quand ça arrive à un certain moment, c'est à la fédération de prendre et de changer la donne pour se faire respecter au vu au seuil de tous ses collaborateurs. Dans quelques minutes, on va parler de Serhou Guirassy, de sa passe exceptionnelle en Ligue des Champions, de la déroute contre le Real Madrid, le gifle de 5 buts à 2. Il y a aussi une équipe qui a gagné. On va
parler en deuxième partie d'émission. On va juste partir en minute du partenaire. Le moment pour nous de changer le fond. On revient sur ce plateau pour parler justement de l'international guinéen, meilleur buteur européen, l'un des meilleurs buteurs européens de l'année passée qui marche sur le vent, on peut le dire comme ça actuellement. On revient dans quelques secondes pour en parler. Je vous amène dans les profondeurs du monde, au début de tout, là où l'idée devient matière et la matière devient service. Dans un monde incertain où la fortune et l'infortune s'échangent les rôles en un laps de temps, la confiance est ce qui guide les pas et les paris. Conscient que le monde est une évolution et que l'évolution incite à la confiance, Yellowbet décide de monter d'un cran. Il s'invite dans vos écrans. Avec Yellowbet, c'est le ticket remboursé. C'est aussi les jackpots, sans oublier le casino, le pari sportif en vrai miel. Et la cerise sur le gâteau, c'est le commis qui réchauffe le cœur et les poches. Le service client mis en place aurait bien pu clamer que votre volonté soit faite, que vos paris vous soient faciles et que vos gains pour la première fois tout de suite après vous parviennent dans vos smartphones. C'est cette nouveauté qui est venue changer la vie du pari, conquérir le cœur des parieurs. Par ailleurs, les années passant, la confiance demeure et grandit. Notre Yellowbet grandit aussi avec elle. Elle fait grandir d'autres gens à travers tout le pays qui perçoivent leurs gains sans souci aucun. Yellowbet ambitionne de relever le pari de l'innovation et du choix premier des Guinéens. Porter le flambeau et s'autoriser de bons rapports avec les autorités. L'histoire s'écrit à l'encre de la volonté et l'avenir appartient à ceux qui rêvent en Yellowbet. De retour sur ce plateau, on va maintenant parler de Seydou Guirassy avec la Bundesliga, bien sûr. Seydou Guirassy devait jouer la Ligue des Champions en déplacement à Santiago Bernabéu. Le Dortmund FC a commencé très bien en première période en inscrivant 2-0. Au retour, les Merengues sont revenus avec un visage Vinicius Junior, avec un triplé magnifique. On va parler d'abord de cette première période. Comment vous avez trouvé Seydou Guirassy? Je crois que c'était une rencontre à deux visages pour Dortmund. Une première mi-temps très aboutie, naturellement une première mi-temps très aboutie pour l'international guinéen. Il n'a pas économisé ses efforts, il était partout sur le terrain et il en a raté une ou deux occasions et malheureusement on l'a oublié dans certaines occasions dont on va revenir là-dessus. Et ensuite il a fait une sorte de louche millimétrée pour offrir cette passe décisive à Malen pour ouvrir le score de cette rencontre. Et globalement une première mi-temps satisfaisante. Mais malheureusement, la seconde période nous a fait oublier tout cela. On va parler de cette deuxième période. On est tourné vers vous, passer une première période magnifique de Dortmund. On se disait d'ailleurs comment le Real pourrait revenir avec un Seydou Guirassy plus ou moins bon en première période avec une passe magnifique, millimétrée pour trouver son coéquipier. Imparable lui aussi. Le Trampay marque ce but. À partir de là, on dit que Guirassy peut-être va marquer à Santiago Bernabéu. Oui, on s'attendait véritablement à Seydou Guirassy, mais tout de même, il a été au rendez-vous. Parce que c'est ça plutôt un attaquant. Un attaquant, s'il ne marque pas, mais il peut faire marquer. Alors c'était le résultat tant attendu de lui. Et à ce niveau, il a fait preuve de responsabilité, preuve d'efficacité. Parce que on l'a vu comment il était dans le cafouillage, dans la surface, dans l'axe également du Real Madrid. Et à ce niveau, tout le monde était fixé sur lui. Et il a trouvé cette passe lumineuse sous les pieds gauche de son coéquipier qui a pu vraiment transformer ça. Alors, on parle des deux buts du Dortmund. On ne peut pas parler des deux buts du Dortmund sans citer Guirassy et tout le monde souhaiterait entendre son nom, qu'il soit buteur ou passeur décisif. À ce niveau, je crois que c'est quelque chose de très appréciable.
De l'autre côté, sa performance qu'il a montrée, je crois, c'est une première fois, s'il faut, de jouer avec un grand club comme le Real Madrid. Attention, il a joué avec le Bayern Munich. Oui, il a joué. Le même niveau. Oui, c'est pas le même niveau, c'est ce que je suis en train de dire. Mais c'est le même niveau avec le Bayern Munich. Bon, de toute façon, avec le Real, la saison-là, c'est quasiment la même chose. Oui, avec le Real, c'est une première pour lui. Je crois, il apprend. Avec le Real, oui, c'est une première. Oui, il apprend et il en a appris avec le Bayern, comme vous venez de le dire. Il a appris avec les grands clubs et aujourd'hui, il est en train d'extérioriser cette expérience. Et puis, il a montré avec la plus belle des manières face à cette formation madrilène. Justement, on va revenir sur ce que vous venez de dire. Il a été oublié par ses coéquipiers. Il aurait dû mettre un but en première période. Oui, absolument. Moi, je trouve que c'est la tâche noire de Dortmund dans cette première période. Ils auraient pu enfoncer le clou très rapidement s'ils avaient été beaucoup plus collectifs, surtout s'ils relevaient la tête. En fait, il y a eu deux ou trois occasions où ils auraient pu donner à Serhou Guirassy et qu'il aurait pu mettre 1 ou 2 buts au fond. Et ça aurait changé l'histoire de cette rencontre parce que 2 buts à 0 à la mi-temps et 3 buts, ce n'est pas du tout à la même facture. Ça aurait été un peu plus difficile pour le Real de Madrid. Mais c'est ce qu'on dit depuis le début de la saison. Moi, je vois ça pratiquement tous les week-ends. Il a des coéquipiers, il a des ailiers qui ne relèvent pas la tête et qui font tout, c'est-à-dire ils dribblent jusqu'à arriver à un moment, soit ils frappent, soit ils ratent le coach. Donc, Guirassy, le coach plutôt Nouri Sahin, a du travail à faire par rapport à ce collectif au niveau entre le milieu de terrain et l'attaque. En tout cas, pour ce qui est du collectif de l'attaque de Dortmund. Guirassy est venu alors qu'il y avait des attaquants qui ont été vendus pour permettre à Guirassy d'être titulaire dans cette équipe. Moi, je vois plutôt une jeunesse, une certaine insouciance de ces ailiers-là, parce que ceux qui ont été vendus sont déjà partis. Et pratiquement, c'est les deux ailiers-là. Le premier, le buteur de Dortmund, lui, il était là. Non, il est venu cette saison. C'est le second ailier qui lui était là depuis la saison dernière. Malen était là et avec Guirassy, ça va très bien. Moi, je vise plutôt les ailiers qui ne relèvent pas du tout la tête, qui n'essayent pas de trouver Guirassy quand il faut. Et les rares fois qu'ils lui donnent la balle, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien faire. Donc, à ce niveau, je crois que le collectif, on doit mieux travailler. Et ça, c'est un facteur. L'autre facteur qu'il faut mettre à nu, c'est que la défense de Dortmund est un passoire. Ils peuvent encaisser de buts face à n'importe quel adversaire. C'est même face au dernier de Bundesliga, ils encaissent. Donc, il y a du travail à faire. Guirassy va marquer, il va continuer à marquer. Mais il y a du travail à faire, on est en début de saison, mais en attaque et en défense, il y a beaucoup d'imperfections. Alors les téléspectateurs, les auditeurs, vous pouvez nous écrire sur le 629 95 67 67, le 629 95 67 67 et réagir sur l'actualité de Serhou Guirassy. Pouvait-il inscrire un but contre le Real Madrid? Est-ce que ce match ne le freine pas pour le Ballon d'Or? En tout cas, vous pouvez nous écrire sur le 629 95 67 67. Pas si nous sommes en deuxième période. Le Real rentre avec un autre visage, un joueur magnifique, Vini Junior, qui réussit à inscrire un triplé. C'est Rudiger qui va sonner l'alerte d'une tête magique venue d'une passe extraordinaire de Kylian Mbappé. Après l'égalisation, on s'est dit tout de même que Dortmund avec Serhou Guirassy pourra revenir, mais on n'a pas vu Dortmund en deuxième période. Oui, de l'autre côté, en deuxième période, c'était un club qui s'est retrouvé dans les chandus avec le Real Madrid, parce que d'abord l'entraîneur aussi, je me rappelle, le premier entraîneur qui était là, qui a joué la finale de la Ligue des Champions avec le Real, a fait les mêmes erreurs que celui-ci, qui a aussi procédé à des changements. Nouri Sahin, par contre, il est très jeune. Il est très jeune. Vous comprenez un tout petit peu. Il a effectué des changements comme s'il a peur, alors qu'il avait un avantage de 2 buts où il pouvait gérer, aussitôt jouer. Parce qu'on ne peut pas jouer avec le Real Madrid tout en étant trop pessimiste sur son système de jeu. Jean parlait de cette efficacité, cette animation qui devait vraiment
voilà, qui devait vraiment se mettre derrière Serhou Guirassy. Il a été orphelin, c'est sûrement... Il a été coriace et combatif. Il a pu prendre ce ballon et puis faire de ça un but et, tout en faisant marquer son coéquipier. Mais Dortmund, l'entraîneur, il a sa part de responsabilité dans cette défaite. Sinon que c'était un club qui pouvait vraiment surprendre le monde entier tout en battant le Real Madrid. Les mêmes soucis du Sili National Guinée avec Kaba Diawara ressurgit cette fois-ci en Europe avec l'équipe de Dortmund qui construit pas un jeu autour de Guirassy. Oui et non, parce que c'est tout de même différent. La différence, c'est quoi? C'est qu'ici, il est venu dans une nouvelle équipe. Donc, les coéquipiers, semble-t-il, ce n'est pas par manque de talent, naturellement, ils ont suffisamment de talent, ne sont pas suffisamment connectés à lui. Lui, par contre, il combine très bien avec les milieux de terrain, mais les ailiers ne relèvent pas du tout la tête. Et c'est ça la complication. Ça, c'est un travail managérial et à lui peut-être aussi peut-être à un moment donné de se faire respecter avec du caractère. Mais bon, ce n'est pas un joueur aussi qui crie sur ses coéquipiers. C'est une qualité à la fois un défaut. C'est un peu cela, mais on peut estimer qu'à la longue, au fur et à mesure que la saison va évoluer, les coéquipiers vont comprendre que c'est lui qui pourra sauver le club et de certains matchs et pourquoi pas de tous les matchs. Ils vont accepter de lui donner la balle quand il faut, au moins il faut, il va empiler les buts. Mais pour revenir à cette deuxième période, c'est un Real transfiguré que Dortmund a vu. Et malheureusement, Dortmund, au lieu d'appuyer, de continuer à appuyer, ils ont régressé, ils ont reculé. Et ce n'est pas un club fait pour défendre. C'est comme le Barça, c'est comme City, ce ne sont pas des clubs qui peuvent défendre. À plus forte raison, défendre 45 minutes, c'est impossible. Face à une équipe comme le Real, là, où Vinicius est devenu un autre homme, disons, il est proche du Ballon d'Or, donc ça change l'homme, accompagné d'autres joueurs. Donc c'était très difficile, surtout pour les attaquants, parce qu'un attaquant, il doit être servi. Si il doit se muer en défenseur, parfois à milieu de terrain, ça devient encore plus difficile. Et Guirassy a passé une seconde période très compliquée. Même en seconde période, Guirassy a tout de même si c'est compliqué, a tout de même sorti la tête un peu en venant dans le milieu de terrain, aider ses coéquipiers, ressortir le ballon, donner des passes, se replacer. Ce Guirassy-là, est-ce que ce match, on peut dire que ce match-là, il ne peut pas le freiner pour le Ballon d'Or? Non, ce n'est pas, disons, le Ballon, non, ça ne peut pas le faire, ça ne peut pas le freiner. Au Real, surtout au Santiago Bernabéu, quelle est l'équipe? En tout cas, rares sont les équipes qui partent s'en sortir là-bas. City est l'une des meilleures, s'est fait battre, Bayern la saison dernière, donc ça ne peut pas être un motif pour le disqualifier. Surtout que il y a des sanctuaires où on ne peut pas venir en s'imposer. Non, le Camp Nou, le Santiago Bernabéu, l'Emirates Stadium. Au début de la saison, par exemple, quand tu vois ton calendrier, tu sais que tu dois aller au Bernabéu, ça ne peut pas être, disons, ça ne doit pas être un objectif à 100% atteignable, partir au Bernabéu et gagner là-bas. Maintenant, à titre individuel, je crois que lui, il s'en est sorti. Une première période avec une passe décisive, une seconde période, il s'est adapté à son équipe parce que lui, il s'est adapté à son équipe. Et c'est ce qu'il a fait en revenant au milieu de terrain, en faisant jouer ses coéquipiers. C'est ce qu'il a essayé de faire. Bon an, mal an, ça n'a pas marché, mais il s'est battu. C'est ce qu'on attend d'un joueur, c'est ce qu'on attend d'un attaquant dont l'équipe est dominée. Ok, on va lire en quelques SMS rapidement. Lui, c'est M. Kaba Mohamed Lamine depuis Yataya. Je voudrais savoir si l'État est au courant de paiement de 2 millions de francs guinéens de chaque joueur du Sili I-17. On va vous poser la question. Et d'autres messages qui disent, moi je pense que si toutefois les latéraux parviennent à délivrer des bons ballons, le goal est capable avec la tête, bien que les pieds aussi. Donc à mon avis, Guirassy doit forcément un bon coéquipier qui pourra lui livrer toutes les passes parce qu'il est très capable de marquer des buts. En tout cas, tout le monde a confiance en ce joueur, Guirassy. Il n'a pas brillé à 100% lors de ce match contre le Real Madrid, mais il a un match qui l'attend, le Barça. Est-ce que c'est possible de le faire contre le Barça? En tout cas, comme vous l'avez dit, il apprend. Oui, c'est possible de le faire. Bon, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il n'a pas brillé. Je crois le système madrilène, je ne dirais pas que c'était le bloc défensif était contre lui, mais à un moment, il était forcément dans les verrous. Il était dans le système défensif.
bien étudié pour ne pas lui permettre de s'engouffrer dans cette partie du terrain, surtout dans la surface de réparation. Donc, certainement, Ancelotti a pu trouver quelque chose qui a réussi pour empêcher ce type à ne pas marquer dans les cases de but, mais ça ne l'a pas empêché de faire une passe décisive. Ouais. Maintenant, une passe magnifique, parce qu'il a fait tromper la vigilance, il a fait braquer tout le monde sous lui. On dirait le numéro 10 sur cette passe, parce que moi, je ne m'attendais pas qu'il pouvait ressortir ces petites passes. Parce que moi, là où j'étais, je me disais, Guirassy tourne pour frapper le ballon. Moi, je m'attendais à ça. Il a été altruiste jusqu'au bout. Il a donné cette petite passe. Ça aussi, ça peut aider ses coéquipiers à se dire attention, Guirassy nous donne des passes, pourquoi pas nous. C'est ce que je suis disant. Il a été trop tonifiant. Et puis derrière, s'il se retrouve encore face au Barça, moi je dirais que c'est une grande chance pour lui. Une grande chance de se frotter avec ses gros et faire des performances XXL. Et puis derrière, marquer même, parce que ces compétitions ou ces matchs très alléchants, ce sont des matchs d'apprentissage. Certainement, il a appris face au Real Madrid comment il faut se comporter face au grand club, parce que même si on est informé de la position de leur ligne défensive, mais quand il s'agit de la Ligue des Champions, c'est des clubs qui se préparent, qui badinent pas, qui se préparent conséquemment pour, en tout cas, permettre à tous ces grands attaquants, pour ne pas permettre à tous ces grands attaquants que tout le monde marque dans leur case. Et puis, s'il sort avec une passe décisive et il se croise avec le Barça et parvient à marquer, je crois que c'est énormissime et ce serait très bon et on l'appréciera dans le futur, parce qu'il est en train d'apprendre des gros morceaux. Continuez à nous écrire sur le 629 95 67 67, le 629 95 67 67. Même si on n'oublie pas contre le Barça, contre le Real, contre les gros comme Chelsea, Manchester United, Manchester City, et pourquoi pas Arsenal et le Bayern Munich, mais on peut apprendre aussi. Oui, on peut ne pas briller, mais on peut ne pas briller et apprendre, mais pour ce qui est de ce cas, moi j'aurais voulu qu'il en fasse mieux. Mais pour cette défaite, je crois que ce n'est pas une faillite individuelle. Et pour son cas personnel, il a donné ce qu'il pouvait donner. C'était une faillite collective. C'est Dortmund qui s'est effondré en seconde période. Et naturellement, une équipe qui menait 2 buts, si elle se fait rattraper en 45 minutes, voire se faire battre après, c'est une faillite collective. Donc Guirassy, disons, Dortmund de façon générale a appris et doit apprendre de ces gros matchs-là. Il ne faut pas défendre. Quand on joue face aux gros, il faut jouer sur ses qualités. Et les qualités de Dortmund, c'est le dynamisme, la possession, c'est toujours aller vers l'avant. Même quand ça ne marche pas, il faut appuyer. Et ils ont joué de façon contre-nature en seconde période et ils en ont payé les frais. Et Nouri Saïm a un véritable boulot à faire dans cette équipe, surtout pour le devant. Oui, il a d'énormes travail. J'aurais aimé peut-être même qu'il soit en pré-saison, parce que là, on est en pleine saison. Il n'aura qu'à faire quelques réaménagements et tout. Pour ce qui est de l'animation offensive, il doit revoir tout, avec la connexion entre les ailiers et Guirassy. Et pour ce qui est de la défense aussi, il doit revoir. Je ne sais pas s'il en a d'autres défenseurs, il faut commencer à les tester. C'est trop basique, c'est trop faible. Et à chaque attaque, ça marque. Et là, on parle du Real, c'est vrai, c'est le top du top, ça marque. Mais en Bundesliga, ils encaissent pratiquement face à tous les adversaires. Donc, une équipe, certes, qui marque beaucoup, mais si ça encaisse à tous les coups aussi, ça ne peut pas aller trop loin. Et Stuttgart, qui se maintient, Stuttgart, qui est très bien vu par le Guinéen Serhou Guirassy, parce qu'il vient de quitter ce club-là où il a été meilleur buteur de ce club-là. Alors, Serhou Guirassy, forcément dans la tête, il réfléchit pourquoi peut-être j'ai quitté Stuttgart alors que cette équipe est en train de briller. Pour tout le monde joue pour lui. S'il aurait fait ses pensées, je crois que là, il aurait dû trahir sa mission en tant que footballeur, parce que le football, moi je dis que c'est de l'aventure. Il est venu au sein de Stuttgart, il a fait ce qu'il pouvait faire et cette mission a été vraiment commando. Il a pris le club à un niveau où il a fait rêver le club de la Ligue des Champions. Et puis il quitte là, il vient au sein d'un autre club dans le même championnat. Je crois qu'il est en train de faire la logique sportive, la logique du football.
Et puis, à son niveau, il est en train d'enrichir sa carrière avec de très belles histoires, avec de très belles performances. Parce que de Stuttgart jusqu'à maintenant, il marque au sein de Dortmund. Dans cette rencontre, il marque 7 buts. Je crois que c'est extrêmement important. Parce qu'il en est footballeur et il est fait pour cela. L'éternité n'est pas faite pour un footballeur dans un seul club. C'est vrai, il y a des joueurs aussi. Il y a des exceptions, comme les Marco Reus au sein de Dortmund qui ont fait beaucoup d'années. Ils sont là. Et certainement, ils travaillent même pour le club ou peut-être qu'ils contribuent financièrement pour le club. Mais en tant que footballeur professionnel, la mission, c'est de venir d'un point A. On fait un temps et si l'environnement est bon et profitable, tu profites bien. Après, tu fais la suite, tu demandes. Je crois que c'est Guirassy, il ne regrettera pas dans la tête en disant que pourquoi quitter Stuttgart et venir en Dortmund. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui est en train de l'apprécier. Pas qu'il est venu au sein de Dortmund, mais depuis avant qu'il ne soit là. Et il est là, c'est le monde entier qui est en train de l'apprécier encore. Et il continue à être apprécié parce qu'au jour d'aujourd'hui, il est courtisé par beaucoup de lignes d'attaque européennes, par beaucoup de clubs. Et à ce niveau, ça serait qu'une prouesse pour lui dans son avenir. Ça serait en tout cas, quelque chose de très apprécié pour sa carrière de footballeur. Est-ce que vous ne parlez pas avec Guirassy? Parce qu'avec les éloges là, je dis après, voilà, profitez lire quelques SMS rapidement. Salut, pour une bonne fois, Sampil doit démissionner. S'il aime la Guinée, c'est une honte pour nous et ils ont laissé les autres pays. On ne voit rien dans leur gestion. Il n'a pas pu gérer son club. On sait comment il est venu, mais il ne finira pas ce mandat. Boubacar Ben Kountia Magazin, lui, il est super énervé par rapport à d'autres présidents de fédération. On va lire cet autre message. Salut les hommes de bonne foi. Dortmund n'est pas faible. C'est le Real qui est très fort. Signé Amadou Saliou. Un autre message qui dit bonsoir à San Diallo et bonsoir à tous. Le seul Diakanké intéressant en Guinée, c'est bien Serhou Guirassy. L'attaquant Turbo de Dortmund, c'est un talent dans l'âme. Il a une qualité irréprochable. Le futur ballon d'or africain, incontestablement, c'est Boiba depuis Balia dans Kissidougou. Il a tout à fait raison. Hein. Aujourd'hui, Guirassy, c'est quand même exceptionnel ce qu'il réussit à faire. C'est du Cristiano Ronaldo et Léo Messi. Il a tout de même marqué un triplé. Un doublé derrière, revient, il marque un autre but, une passe millimétrée en Ligue des Champions. On va continuer avec les SMS rapidement. Bonjour Kavi, FM, le footballeur guinéen. Le football guinéen est malade parce qu'il y a toujours des dirigeants mais mauvaises intentions. Mamadou Ali Mousso depuis Koza. Continuez à nous écrire sur ce numéro. On va revenir sur Serhou Guirassy avec Dortmund sur ce match. C'est Dortmund qui est trop faible ou bien c'est le Real qui a été vraiment au-dessus de cette équipe de Dortmund? Non, sur le papier, on est d'accord que le Real est supérieur à Dortmund. C'est le champion d'Europe, carrément, on le sait. Avec le vice-champion d'Europe. Oui. Sauf que, contrairement à Dortmund, le Real n'a pas beaucoup changé. Au contraire, le Real, a garni encore ses rangs. Et de l'autre côté, Dortmund, pratiquement la moitié de l'équipe a changé et tout. Alors, au vu de la physionomie de la première période, on aurait pu s'attendre à un autre résultat. Dortmund aurait pu espérer un autre résultat. À la rigueur, un match nul, et puis, même si c'est une défaite moins lourde que ça, encaisser 5 buts en une mi-temps, ça n'arrive pas tous les jours en Champions League. Et Dortmund doit en être conscient. Pour moi, le Real est certes fort, mais c'est Dortmund qui a déjoué en seconde période et qui n'a pas appliqué ces principes de jeu qu'ils connaissent. Guirassy pouvait faire mieux dans ce match pour vous s'il avait été mieux encadré, oui. Mais pour moi, ce n'est pas une faillite individuelle, c'est une faillite collective de Dortmund. Et vous? Oui, il pourrait faire mieux si toutefois il avait une très bonne animation offensive, une bloc équipe aussi haute plutôt, pour pouvoir l'accompagner dans l'axe. Mais sauf que cette collectivité a manqué, cette animation a manqué à l'équipe. Et Guirassy, il a été indexé peut-être négativement pour dire qu'il ne pourra pas marquer contre le Real. Mais encore une fois, nous on est fiers parce que les 2 buts, il est cité parce qu'il est passeur décisif.
Alors, on va continuer avec les SMS. Je pense que la première partie de l'émission a été super bien écoutée par nos auditeurs, regardés par nos téléspectateurs, nos internautes. Lui, c'est M. Lamine Silla depuis Kobaya. En réalité, Bouba pense que diriger ASK est la même chose que diriger une fédération d'un pays. Il doit quitter. Un autre message de ce monsieur Lamine Silla. Merci d'avoir écrit, de nous avoir écrit. On va continuer cette émission. On va parler tout de même du Real Madrid quelques minutes. On va essayer de gratter quelques secondes pour parler de Vini Junior. Avec ce match, on peut dire à 100% qu'il est Ballon d'Or et il sera ça sera clôturé, décerné du moins le lundi. Ce qui est sûr, disons, la précision qu'il faut faire, c'est que en marquant ces triplés-là, les votes étaient déjà clos, ça c'est depuis longtemps. Maintenant, comme l'a dit Ancelotti, que ce triplé ne vaut pas ce Ballon d'Or-là, ça a été déjà joué. C'est une saison, c'est une année plutôt, c'est une année, je crois qu'il a fait d'autres performances qui ressemblent à cela. S'il va être Ballon d'Or, ça sera à cause de ces performances-là, mais encore une fois, il est sur un nuage. Il est aujourd'hui soit le meilleur joueur du monde ou l'un des meilleurs joueurs du monde, ça dépend de votre appréhension de la chose, mais il fait partie du top 3 naturellement. Et il est sur un nuage et il porte le Real de Madrid. Et ça, c'est depuis la saison dernière, depuis le départ pratiquement de Karim Benzema, c'est la tête des gondoles de cette équipe du Real. Et jusqu'où il ira, on ne sait pas. Il faut peut-être seulement qu'il diminue ses véhémences envers le corps arbitral. Et pour le reste, il est extraordinaire sur le terrain. Même question pour vous. Vini Junior, mérite-t-il ce Ballon d'Or? Oui, il mérite. Il mérite. Il est en tout cas le plus grand favori de ce trophée. Moi, je disais la dernière fois à mes camarades dans le quartier, je dis que c'est le Brésilien le plus sérieux. D'après Ronaldo, moi je vois le Brésilien le plus sérieux en tout cas. On verra après le Ballon d'Or. Après le Ballon d'Or. Parce que Ronaldinho était comme ça. Oui, on verra mais après le Ballon d'Or. Vinicius, ce que Vinicius produit depuis qu'il est venu au Real, vraiment c'est énormissime. Vraiment, ça mérite tous les jugements d'appréciation. Et aujourd'hui, le club, malgré que le club était en difficulté à un moment, en transition, mais ça ne manque pas de faire ses prouesses, ses clean sheets. Et il intervient, il met tout le monde d'accord de ce qu'il fait. Aujourd'hui, il est bien parti encore une fois pour être Ballon d'Or européen. Et on salue aussi sa carrière et son endurance, parce qu'il est trop vite votant. Est-ce qu'il y a un joueur aujourd'hui qui mérite ce Ballon d'Or plus que lui pour vous? Oui, j'aurais voté pour un autre. Mais encore une fois, c'est un vote. C'est pratiquement toutes les fédérations qui votent. Et statistiquement, il y a des joueurs qui sont devant lui. Mais il a des titres collectifs surtout qui font le poids. Et il joue aussi dans une machine à Ballon d'Or. Quand tu joues au Barça ou au Real, tu as plus de chances d'engranger de Ballon d'Or. Et naturellement, ce sont les deux clubs qui ont plus de Ballon d'Or. Ça s'explique un peu. Ce sont des institutions, ce sont des machines à fabrique. Médiatiquement, et tu travailles, ça a une résonance beaucoup plus grande. Maintenant, pour revenir à moi, si ça avait été moi, si c'est un joueur du Real, ça allait être Carvajal. Si c'est un autre joueur, ça allait donner à Rodrigo. Mais bon, c'est un vote. Quand on vote, on attend le résultat. Ce n'est pas nous qui délibérons. À part Vini, vous le donnez à qui en CDO? Peut-être que Bellingham. Pour moi, il n'est même pas dans le top 5. Pour moi. Bon, parce que pourquoi je dis ça? Au moment que le Real était en crise, Bellingham était là pour le Real. C'est Bellingham qui était là. Donc, on ne doit pas oublier cette performance. Une machine de but, même si c'est milieu de terrain. Parce qu'il marquait à chaque match. En tout cas, il délivrait le club. Donc, on ne doit pas oublier ses performances. Mais si ce n'est pas Vini, je crois je voterai plutôt Carvajal, qui a aussi fait une saison magnifique avec le Real et l'Espagne, champion d'Europe en titre avec le Real, champion d'Europe en titre avec l'Espagne. C'est quand même hallucinant ce qu'il a réussi, même si on lui souhaite prompt rétablissement avec cette blessure. On va lire quelques SMS pour clôturer cette émission. Salut, mais cette fédération doit communiquer maintenant. C'est pas une affaire familiale, mais plutôt nationale. À bas, cette fédération, Doumbouya doit s'ingérer pacifiquement pour qu'il plie ses bagages. C'est une question de la nation. Vive le changement
changement rapide de Sampil, sinon on va manifester. Aboubacar Bensila, de Kouti à Ouagazié, ne manifester surtout pas. Ah, tout de même, hein, c'est pas de la famille, c'est pour toute la Guinée. Voilà pourquoi on s'intéresse, pourquoi on en parle, pour trouver des solutions, mais des solutions pacifiques. Des solutions pacifiques, encore une fois. Alors, l'autre message qui dit, lui, c'est Wanadou Faya Lai Kamara. Et il dit, salut, moi, c'est Kamara Lai, je vous suis depuis Kenema City, en Sierra Leone. Guirassy mérite le ballon d'or africain cette année. Ah, tout le monde dit qu'il mérite ce ballon d'or, on espère qu'il va soulever ce petit ballon d'or pour faire des heureux. Alors, on va s'arrêter là pour cette émission World Sport. Mais avant, on va passer par comme ça. On va partager les cartons rapidement. Commencez par vous, Jean. Oui, donc il faut rendre à César ce qui lui appartient. Un verre au collectif du Barça. Je ne citerai pas de nom et je parle du collectif. Pourquoi pas un petit Rafinha qui a fait un petit triplé, qui a été magnifique. Tout le monde était à féliciter, et à commencer par le coach et tout. Tout le monde est à féliciter. Allez-y. Ouais, mon carton, c'est Guirassy, carton vert pour son match avec cette passe décisive. Vous n'avez pas donné des cartons qui est en train de passer à côté. Alors moi je donne un carton vert à la régie, à la technique et bien sûr aux cadreurs même s'ils ne sont pas là. Aujourd'hui, maintenant, un autre carton vert à mon réalisateur Michel Vamouno et un autre carton vert à la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve